Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team de Zéro. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation et aujourd'hui, je suis accompagné d'un revenant. Quoi de neuf, docteur? Bonsoir tout le monde, bonsoir la team de Zéro. Ça fait longtemps, je suis triqué de revenant aujourd'hui par mon cher Francis. Bon, pas grave, je suis désormais là. En tout cas, ravi d'être de nouveau parmi vous. D'accord, c'est parfait. Je tiens à préciser que Dr B est là depuis le début de la team de Zéro. Et en tant qu'ancien, nous avons donc le plaisir d'accueillir le numéro 10, la nouvelle recrue, le meneur de jeu de la team de Zéro. J'ai nommé Christian. Salut Christian. Salut, bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être là parmi vous. J'espère qu'ensemble on pourra faire beaucoup d'actualités sur le football. D'accord, c'est parfait. Au menu de cette émission, nous allons donc revenir sur l'actualité récente du football. Par la suite, nous aurons le traditionnel débat du jour qui sera consacré à la finale qui oppose le Paris Saint-Germain à l'Inter de Milan. Nous essaierons de savoir si le Paris Saint-Germain est-il capable de remporter sa première Ligue des Champions. Et à la fin, vous aurez les pronostics du 2-0. Alors, au niveau de l'actualité, nous avons eu la finale de l'Europa League conférence qui s'est déroulée entre Chelsea et le Betis Séville. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette victoire des Blues de Chelsea les permet d'être un club historique, car c'est le seul club européen qui a remporté toutes les compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions à 2 reprises, l'Europa League, la Super Coupe d'Europe et désormais la Ligue Europa Conférence. Dr B, est-ce que cette victoire historique pour Chelsea ne classe-t-elle pas Chelsea parmi les plus grands clubs européens? Bien sûr, mais ce n'est pas que la victoire d'hier qui classe Chelsea parmi les sommets du football européen. Chelsea, c'est un gros club. Il peine depuis 3-4 ans à être dans le Big Five en Première Ligue, mais attention, ça change rien. Chelsea a un palmarès beaucoup plus pesant que celui de Manchester City, par exemple, parce que toi, tu me diras certainement que Manchester City fait partie du top européen, mais ils n'ont qu'une Champions League. Chelsea, tu l'as dit, ils ont gagné toutes les compétitions européennes possibles. Donc, attention, pour moi, ce n'est pas que la victoire d'hier, c'est Chelsea, il faut du respect sur cette écution. Donc, voilà, il y a des légendes qui sont passées par là. Donc, pour moi, ça ne laisse même pas l'ombre d'un doute. C'est un gros mastodonte du foot européen, Chelsea. D'accord, super. Christian, quel est ton regard sur cette victoire historique de Chelsea? Au début de la saison, ils étaient critiqués par rapport au nombre exponentiel de joueurs qui constituent l'effectif. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce qui concerne les compétitions européennes, à plusieurs reprises, ils ont toujours répondu présent. Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton regard sur la place de Chelsea dans l'histoire des grands clubs européens? Moi j'ai un sentiment déjà assez mitigé. Pour moi, la victoire hier n'était pas assez exceptionnelle dans le sens où depuis le début de la compétition, ils ont toujours gagné avec un large score. Donc, on dirait que cette compétition était comme un entraînement pour eux. Même si j'aurais aimé que les Betis puissent faire quelque chose, parce qu'ils étaient sur une bonne fin de saison quand même. Je crois que l'objectif principal de Chelsea était plutôt de revenir en Champions League. Donc, ça a été fait vraiment avec difficulté. Donc, déjà, c'est bien pour eux. On pourra le revoir sur la grande scène européenne. Mais pour moi, la victoire d'hier n'enlève pas le grand club qu'ils étaient déjà, sachant le parcours qu'ils ont effectué depuis le début de la compétition. D'accord, c'est parfait. Alors, on va passer de Londres en Espagne parce que l'actualité en Espagne est brûlante. Le FC Barcelone a réussi à prolonger ceux qui ont réussi à faire le succès du Barça. Au départ, nous avons eu la prolongation d'Hansi Flick qui s'est suivie par celle de Rafinha et surtout celle de Lamine Yamal qui a prolongé jusqu'en 2031. Est-ce que ces prolongations de contrat des joueurs qui ont fait le succès du FC Barcelone cette année ne posent-ils pas le FC Barcelone comme l'un des principaux favoris pour la saison prochaine, Dr B? Bien évidemment, ils ont prolongé tous leurs joueurs majeurs. C'était entre guillemets l'ossature du football qu'ils nous ont proposé tant en Liga qu'en Ligue des Champions cette saison. Donc voilà, c'est reparti pour donner le tournis à plusieurs défenses la prochaine saison. Malheureusement, ce bel effectif ne fera pas partie de
la Coupe du Monde des clubs qui va se tenir au mois de juin aux États-Unis. Mais voilà, je peux vous garantir que la saison prochaine, ça va être beaucoup plus fort que cette saison. Ça va gagner en expérience, euh, on aura des améliorations au niveau des automatismes, un effectif qui pourra, entre guillemets, être renforcé. Voilà, Hansi Flick, à sa première saison, il a fait demi-finale de, de Champions League et doublé en championnat coupe. Donc, voilà, il a pu repérer ses failles. Il aura sûrement besoin de renfort. Je crois qu'ils y travaillent déjà. Pour moi, à 100%, ce sera plus fort la saison prochaine. Christian, de ton côté, quel est ton regard sur ce renouvellement de contrat? Est-ce que ça pose aussi le fait que le Barça l'année prochaine, le Grand Barça, est de retour? Oui, le Grand Barça de retour, on l'a vu durant cette saison, avec la victoire sur le Real de Madrid. Ils ont sécurisé les joueurs qui ont été très flamboyants cette année. Ils sécurisent aussi l'avenir, même si pour moi, le chantier est beaucoup plus en défense qu'en attaque. Mais bon, c'est déjà un bon début. Et je trouve ça aussi regrettable, même si ils n'ont pas assez de finances pour pouvoir augmenter le salaire de Lamine Yamal. Parce que j'ai vu la revalorisation salariale qui, j'estime, n'est pas à la hauteur de son talent. Mais c'est vrai qu'il est jeune, il a encore le temps, mais je trouve que, voilà. Non, mais si je peux me permettre, il n'a que bon augure. Non, mais si je peux me permettre, il n'a que, entre guillemets, 18 ans. À son âge, Oui, mais il va bien avoir ce salaire. talent n'a pas, le talent n'a pas, quel talent, on va pas regarder que parce que tu as 18 ans que tu ne mérites pas assez, quoi. Mais bon, je comprends, c'est vrai. On va voyager de Barcelone pour aller à la capitale de l'Espagne, à savoir Madrid, qui, après la dernière journée qui s'est déroulée à Santiago Bernabéu et à travers les au revoir de Carlo Ancelotti, de Luka Modric et de Lucas Vazquez, que beaucoup de gens n'ont pas spécifié, la nouvelle recrue du Barça, c'est bien entendu le nouvel entraîneur Xabi Alonso, ancienne star et gloire du Real Madrid. Il a fait 5 ans au Real Madrid et après un passage magnifique et flamboyant au Bayern Leverkusen, où il a terminé champion et invaincu, et finaliste de la Ligue Europa et victoire de la Coupe d'Allemagne. Est-ce que cette nouvelle recrue du Real Madrid permet au Real Madrid d'entamer son nouveau cycle sur de bonnes postures, Dr. B? Bon, disons, avant de répondre à cette question, disons-le, le Real Madrid avait besoin d'un nouveau souffle. Il fallait insuffler une dynamique nouvelle. Il fallait, voilà, il fallait qu'il y ait un électrochoc dans ce club. Ça a été fait effectivement par le départ de Mister Carlo Ancelotti. Donc, pour ce qui est de Xabi Alonso, c'est vrai qu'il a eu une saison de confirmation avec le Bayern Leverkusen. La deuxième saison était plus compliquée. Il sort deuxième de Bundesliga avec 13 points de retard sur le Bayern Munich, seul premier. Donc, il vient au Real de Madrid. C'est pas du tout le même niveau. C'est pas voilà, c'est pas le même niveau de jeu. C'est pas le même niveau de club. Il vient dans le plus grand club du monde. Donc, attendons de voir. Il a la chance il a la chance qu'à son arrivée, il ait la possibilité de débuter par un tournoi, disons-le, c'est vrai qu'il y aura la pré-saison, mais bon, disons-le, un tournoi, un petit test. Voilà, parce que je pense il pense que le grand défi de Xabi Alonso sera plutôt sa capacité managériale à pouvoir tenir le vestiaire, parce que tu as des leaders du vestiaire qui s'en vont, à nouveau, comme Luka Modric, tu as Ancelotti qui est plus là, ça va être compliqué. Donc, voyons comment il va surtout pouvoir réussir à faire jouer Kylian Mbappé et Vinicius. Je pense que c'est le gros challenge du Real en ce moment. D'accord, je vois. Christian, quel est ton regard sur l'arrivée du technicien espagnol qui a, comme je le disais tantôt, qui a fait ses preuves avec le Bayer Leverkusen? Est-ce que tu penses qu'il aura les capacités et les coups des franches pour pouvoir gérer comme il se doit ce vestiaire? Déjà, moi, je lui souhaite bien du courage parce que il a vraiment du travail. Personnellement, je n'ai jamais pensé que le problème du Real de Madrid était l'entraîneur. Il n'y a pas de capitaine sur un bateau. Je pense qu'à un moment donné, à partir du fait que tu es Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, tous ces égaux, moi, ça me rappelle le Real à l'époque avec les Galactiques. Donc, je trouve que c'est certes un changement d'air, mais pour moi, c'est un petit peu risqué. J'ai plutôt peur qu'on tombe dans un travers avec un Real de Madrid qui pourra pas enchaîner des victoires et des titres comme à leur belle époque. Donc, je sais pas, je demande à voir. Mais ça sera difficile avec tous ces égos dans un vestiaire.
D'accord, je tiens à préciser qu'en plus de Xabi Alonso, on note les arrivées du défenseur de Bournemouth, l'Espagnol d'1,92 m qui arrive au Barça, au Real Madrid, pardon, et aussi l'arrivée prochainement de Trent Alexander-Arnold. Dr B, est-ce que tu penses que ces arrivées de jeunes joueurs va pouvoir permettre à l'équipe du Real Madrid, qui était en déséquilibre entre l'attaque et la défense, d'avoir un meilleur équilibre et d'être meilleur sur le plan défensif, d'autant plus que l'année dernière ou la saison dernière, ils ont encaissé énormément de buts. Oui, bien sûr. Déjà, l'effectif en avait grand besoin. C'est un énorme grabuge en défense. Enfin, c'était un énorme grabuge en défense cette saison parce que, voilà, la défense a été totalement décimée par les blessures et des très longues blessures, notamment Dani Carvajal, David Alaba et l'ami Eder Militao. Donc, je pense que l'arrivée du défenseur des Bournemouth, je pense, Hutchinson, si je me trompe pas, celui qui s'appelle, Effectivement. exactement, je pense que ça va non seulement déjà, je ne sais pas maintenant, je sais pas s'il part en tant que titulaire d'emblée, mais même si c'est pas le cas, je crois que ça va déjà apporter un plus, que ce soit dans la rotation, mais aussi dans la qualité de cette défense. Voilà, Trent Alexander-Arnold, voilà, c'est indéniable que son apport sera très capital. Voilà, on a vu les performances de Lucas Vasquez, qui n'était pas très au niveau d'un club de ce calibre-là. Il a vraiment été en difficulté, l'ami Vasquez, pour remplacer Carvajal. C'est un différentiel qui est assez énorme. Donc, je pense que Xabi Alonso pourra s'appuyer sur cette première nouvelle recrue. Mais pour moi, le grand chantier reste au milieu de terrain. Attendant de voir ce que l'ami Florentino Pérez va sortir comme chèque. Pour moi, c'est ça qui crée tout le déséquilibre dans ce bel effectif. Et voilà, surtout, il faut qu'il arrive à pouvoir faire jouer Kylian Mbappé et Vinicius. Ça reste à voir. Effectivement, ça reste à voir. De mon côté, je suis plutôt assez ravi des recrutements qui ont été mis en place par le Real Madrid. Depuis pratiquement 2020, le Real Madrid a engagé une politique de recrutement basée sur la jeunesse. Ils ont recruté quelques joueurs confirmés, mais la plupart de ceux qu'ils ont recrutés sont très jeunes. Et quand vous regardez l'effectif du Real Madrid, c'est un effectif de moins de 25 ans. Et avec l'ajout de Trent Alexander-Arnold, qui a moins de 25 ans, plus le nouveau défenseur de Bournemouth qui est dans les 21 ans, ça prouve que l'effectif va pouvoir perdurer pendant longtemps. Je tiens à préciser que Florentino Pérez a déjà mis en place ce type de recrutement. Lorsqu'en 2009, il recrute Benzema, Cristiano Ronaldo, Kaka et consorts, c'est en 2014 que ça porte ses fruits. Donc je pense que là, le Real Madrid, à travers ses recrutements, est en train de se projeter sur un cycle de 2-3 ans pour devenir optimal en termes de performance. Donc, qui dit arrivée de Xabi Alonso dit aussi départ de Carlo Ancelotti, qui a donc directement signé son contrat avec la Seleção du Brésil pour une année. Dr B, est-ce que la signature de ce contrat n'acte-t-il pas déjà le fait que si Carlo Ancelotti gagne la Coupe du Monde avec le Brésil, est-ce que de facto il deviendra le meilleur entraîneur de tous les temps? Bon, meilleur entraîneur de tous les temps, il y en a tellement de candidats, ça va être compliqué, mais ce qui est sûr, il sera dans le top 3 et clairement, il sera pas troisième. Ça va être compliqué de directement de dire, voilà, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps, mais bon. En tout cas, sans te couper, j'ai rarement vu un entraîneur qui a gagné à la fois la Ligue des Champions et à la fois avec une équipe nationale. Et vu l'état du Brésil actuel qui n'a plus remporté une Coupe du Monde depuis 2002, recruter un entraîneur de la pointure de Carlo Ancelotti, ça pose clairement les ambitions de la Seleção. Bien sûr, les ambitions, elles les ont la Seleção là depuis belle lurette. Voilà, c'est juste que les entraîneurs de ce calibre-là, ils sont pas disponibles dans le marché tous les jours. Ils ont saisi cette opportunité. Je pense même avant sa dernière prolongation, il était déjà annoncé en Seleção. Donc, voilà, avec ses piètres résultats pendant cette année, voilà, ils ont profité. Ils ont profité de cette opportunité qui leur était tendue. En tout cas, j'espère qu'il va pouvoir amener quelque chose de plus à ce Brésil-là, qui pour moi, voilà, ça fait aujourd'hui 23 ans, oui, qui n'ont pas gagné de Coupe du Monde, ce qui est vraiment lourd comme bilan pour cette sélection qui est la plus titrée en la matière. C'est vraiment lamentable comme résultat. Mais en tout cas, j'espère que Don Carlo
Parce que voilà, disons, il faut aussi qu'on se le dise, c'est pas un entraîneur qui est réputé pour insuffler une dynamique de jeu, voilà, il a pas vraiment la patte Ancelotti, mais voilà, du caractère, il en a et voilà, il la gagne, il la connaît. Christian, quel est ton regard sur l'arrivée du technicien italien sur sur le banc de la sélection brésilienne? Moi, je pense que déjà pour savoir s'il gagne la Coupe du Monde, si ce sera le meilleur entraîneur du monde, la question est assez subjective. Meilleur entraîneur en termes de trophées ou de qualité de jeu? Parce que bon, en termes d'accomplissement, effectivement, oui, ça sera Carlo Ancelotti. Mais si pour moi, le meilleur entraîneur, ça reste Pep Guardiola. Après, moi, je pense que même avec toutes ses qualités, je pense que ce qui manque au Brésil, pour moi, c'est un leader. C'est un vrai leader. Pour moi, il leur manque un joueur tel que Neymar, qui pourra vraiment le tirer vers le haut. Parce que quand tu vois toutes les grandes nations, ils ont ce leader, voilà, qui non seulement sera capable de faire la différence, mais qui de par aussi sa présence pourra vraiment tirer vers le haut toute son équipe. Pour moi, ils n'ont pas ce vrai leader, quelqu'un qui va voilà, faire la différence. Il y a vraiment Vinicius, Rafinha, Rodrigo, mais même en termes de stats, tu te rends compte que quand ils viennent en sélection, il leur manque quelque chose. Il leur manque vraiment quelque chose. Et avec l'arrivée de Lamine Yamal en Espagne, toutes ces grandes nations sont aussi en train de se renforcer. Donc, ça promet vraiment une Coupe du Monde assez difficile pour qu'ils puissent l'emporter. Et aussi belle en tout cas. Donc, du Brésil, nous allons nous diriger en point de chute de cette actu foot vers l'Arabie Saoudite, où Cristiano Ronaldo a donc annoncé son départ d'Al Nasser avec la bagatelle de 99 buts inscrits. Docteur B, quel est ton regard sur le passage de Cristiano Ronaldo à Al Nasser? En tout cas, sur le plan sportif, disons-le qu'il a quand même mis Al Nassr sur la carte du monde. Je pense que beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup de personnes, et voilà, je crois que c'est pas vous qui me contrediriez, ont connu Al Nassr grâce à Cristiano Ronaldo. Voilà, il a apporté sa notoriété, son image, sa grande légende dans ce club. Donc, ils ne pourront que lui dire merci. Et voilà, pour ce qui est de la suite, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il ait déjà fait un choix. J'ai appris qu'un rival de Al Nassr, notamment Al Hilal, était en pole position pour le signer. Ce serait fort quand même qu'il change de club et qu'il reste toujours en Saudi Pro League, malgré avec toutes les éloges qu'il avait fait pour Al Nassr. Déjà, j'avais même pas compris comment était arrivé le divorce. Pourtant, il y a pas très longtemps, dans une interview, il nous disait qu'il voudrait même finir sa carrière là-bas. Après, bon, je sais pas, je suis pas un très grand fan, tu le sais. Non, mais si je peux me permettre, je crois savoir que son contrat est arrivé à sa fin, d'une part, et d'autre part, c'est par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Vu qu'Al Nassr ne participera pas à la compétition, dont apparemment, il y a des pressions qui sont mises en place par Yanis Infantino pour qu'il puisse participer à l'événement. C'est quand même une première, et tu sais que les joueurs de ce calibre, tels que Léo Messi ou CR7 sont des joueurs qui ont marqué l'histoire. Donc, il se pourrait qu'ils se dirigent vers un club qui participe à cette compétition. Comme tu l'as dit, on parle d'Al Hilal, on parle aussi du Wydad de Casablanca, c'est une rumeur qui est très forte, ou encore de Botafogo qui serait plutôt intéressé, ou encore du club où joue actuellement Sergio Ramos, je crois que c'est Monterrey, qui serait aussi intéressé par CR7. Christian, quel est ton regard sur le départ de Cristiano Ronaldo d'Al Nassr? Moi, je pense qu'il n'en a pas fini avec l'Arabie Saoudite. Déjà, c'est très lucratif. À côté de cela, je crois que grand compétiteur qu'il est, il va chercher à participer à la Coupe du Monde des clubs, qui est une nouvelle compétition. Déjà, un objectif personnel à côté, il y a aussi un très gros enjeu politique. Parce qu'effectivement, le président de la FIFA compte sur lui. Parce que c'est avoir Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, le gars de Madrid, ça sera vraiment une grosse vitrine vers le monde entier. Ça sera vraiment très attrayant pour pouvoir voir cette compétition. Donc, il a tout intérêt à y participer. D'accord, moi je tiens à saluer l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. La dernière fois que j'avais vu un joueur qui, son arrivée dans un championnat a entraîné toute une vague de déplacements et de migration vers ce championnat, c'était lorsque Beckham
est arrivé aux États-Unis, au Los Angeles Galaxy. Par la suite, il y a plusieurs joueurs comme Bastian Schweinsteiger qui sont arrivés là-bas, Steven Gerrard. Il y a plein de gros joueurs qui sont arrivés aux États-Unis grâce à l'arrivée de David Beckham. Et je trouve que le transfert de Ronaldo en Arabie Saoudite a eu un succès fulgurant. Déjà, Canal+ a commencé à diffuser ce championnat-là. Et puis, s'en est suivi des joueurs quand même à une certaine renommée, que ce soit Firmino, Fernandinho, Karim Benzema. On va revenir par la suite sur lui. Donc, son départ et son arrivée vers Al Nasser a permis à un championnat qui n'était pas en termes de visibilité sur la carte étendue. Et je tiens à saluer le professionnalisme qu'il a mis en place parce que pour moi, lorsqu'on arrive dans un championnat exotique, entre guillemets, la meilleure manière de respecter ce championnat, c'est de continuer à avoir les mêmes standards en termes de buts. Il y a une stat qui est sortie sur Cristiano Ronaldo. À Manchester United, il a mis la bagatelle de 145 buts. Au Real Madrid, il a mis la bagatelle de 450 buts. À la Juventus, il a mis la bagatelle de plus de 123 buts. Et Al Nasser, il a mis 99 buts. Ça veut dire que dans tous les clubs où il est passé, pour l'instant, il a plus de 90 buts. Ça montre la légende et la machine de buts qu'est Cristiano Ronaldo. D'une légende et d'un ballon d'or à une autre, on va passer à la dernière actu du jour, c'est Karim Benzema, qui a passé une première année compliquée et là, qui vient de remporter le championnat saoudien en terminant 3e du classement des meilleurs buteurs. Quel est votre regard sur le succès de Karim Benzema, qui a été champion avec l'Olympique Lyonnais, champion bien évidemment avec le Real Madrid et là champion avec El Attiyad de la Saudi Pro League. Quel est ton regard par rapport à ça, Dr V? Bon, notre ami Kabenouébé, le très énigmatique ballon d'or du peuple. Effectivement. Voilà, je crois qu'il a continué avec le même état d'esprit, hein, la dagne. Sa première saison était hyper compliquée, mais je pense que c'était plus au niveau de l'engouement médiatique qui était autour je crois qu'il a eu pas mal de pépins physiques aussi la saison dernière. Et il avait aussi beaucoup de problèmes avec les différents coachs. Exactement, il n'a pas beaucoup joué. Et voilà, lui, il est resté, il a continué son aventure avec Al Ittihad. Il était convaincu qu'il pouvait faire mieux, voilà. Si vous voyez ses récents posts même sur les réseaux, il le dit. Voilà, c'est toujours, entre guillemets, c'est légende. Quand on parle, on le prouve. Bah, il l'a prouvé, Al Ittihad a gagné la Saudi Pro League. Ils n'étaient pas du tout attendus sur la table. Je pense que Al Hilal partait en grand favori, suivi d'Al Nasser. Voilà, ils ont déjoué tous les pronostics. C'est vrai qu'il est pas seul. Il est bien entouré aussi dans ce club avec des joueurs comme Fabinho, et ils ont bien renforcé l'effectif, je veux dire, avec des Ouzabawa, exactement, avec Moussa Diaby. Donc, c'est très fort. En tout cas, félicitations à lui et à Laurent Blanc qui est arrivé cette saison et qui a vraiment pu imposer sa patte de jeu avec laquelle on le reconnaît, le plus beau jeu de l'ère qatari au PSG. En tout cas, c'est du beau football. Félicitations, Néové. Décisif dans tous les derbys en Saudi Pro League. Je les ai vus. Donc, voilà, bravo à lui. D'accord. Christian, quel est ton regard sur la victoire de Kabenouébé? Je trouve que c'est une très belle victoire pour lui. Ça prouve que, voilà, sa carrière n'est pas achevée. Il continue à faire de belles choses, mais avec son âge. Il montre qu'il est réellement le très bon attaquant qu'il a toujours été.